On va parler de glisse maintenant. Et quand on parle de glisse, eh bien, on imagine des snowboarders de l'extrême des vallées des pentes abruptes en rêvant de liberté absolue et même d'envol au-dessus d'étendues vierges de tout passage humain. C'était pas mal ça. C'est vrai, mais la glisse c'était aussi, il faut le savoir, la seule façon de se déplacer sur la neige ou les lacs gelés il y a 7000 ans. J'ai bien dit 7000 ans. Entre les deux, c'est une grande épopée qui vous est racontée dans le dernier numéro du magazine L'Alpe dont nous accueillons le rédacteur en chef. Le voici, le magazine L'Alpe. Qui est en face de son rédacteur en chef. Bonjour, merci Pascal Cobert. Bonjour Alain. C'est vrai que bien avant les loisirs, parce que pour nous la glisse sont des loisirs, le ski c'était un moyen de transport indispensable, on va dire quand même pour une grande partie des habitants de la planète, alors pas tous, mais une bonne partie. En tout cas pour tous ceux qui habitaient dans des contrées de neige, oui effectivement. Oui. Donc on connaît évidemment la Scandinavie, où on a retrouvé des gravures rupestres qui datent de 4000 ans, représentant justement des gens à ski. Ce qu'on sait moins, c'est que c'était également inventé dans l'Altaï. L'Altaï, c'est une partie montagneuse de la Russie qui est aux confins du Kazakhstan, de la Mongolie, de la Sibérie et de la Chine. À peu près similaire du point de vue paysage à nos Alpes. Le point de la planète le plus éloigné de tous les océans, c'est à plus de 4000 km. Le premier océan est à plus de 4000 km. Et là, on a retrouvé aussi des gravures rupestres représentant des gens à ski. Alors que, évidemment, les populations de l'Altaï et les populations de la Scandinavie ne sont pas du tout les mêmes. Et oui, alors justement, je vais vous demander comment est-ce qu'on le sait, comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a 7000 ans, on utilisait déjà des skis. Alors, gravures rupestres, il y a eu que ça ou est-ce qu'on a retrouvé Non, les gravures rupestres, on n'a pas retrouvé, hélas, d'objets, mais on a retrouvé malgré tout. Alors, les gravures rupestres datent d'environ 4000 ans. Et on a retrouvé, alors à peu près au même endroit où on a retrouvé Ötzi, vous savez, cette fameuse momie des glaciers qui est à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, qui elle a à peu près 5000 ans, on a retrouvé une paire de raquettes, une raquette, pardon, qui est aujourd'hui conservée au musée de Bolzano. Alors c'est évidemment la raquette, ça glisse pas, enfin ça témoigne quand même du fait que à l'époque il fallait se déplacer sur la neige, et que donc on avait déjà inventé d'autres moyens que simplement la chaussure qui ne fait que s'enfoncer dans la neige sans retenir la personne qui marche. Est-ce qu'on sait à quand vraiment remonte la première utilisation du ski? Alors peut-être pas seulement du ski, hein. On peut parler des traîneaux et des luges parce qu'ils sont arrivés avant les skis. Oui, le traîneau et la luge sont arrivés avant. Évidemment, on pense aux Indiens d'Amérique avec leur fameux traîneau qui était tiré par des chevaux. C'était d'abord un objet utilitaire, c'est-à-dire qu'il fallait transporter des objets d'un lieu à un autre, et sur la neige ou sur la glace. Et donc la meilleure solution, effectivement, c'était de mettre 2 bouts de bois avec une toile ou une planche par-dessus pour transporter des choses. Donc la luge a été extrêmement utilisée. On parlait dans les Alpes, on parlait de la ramasse. La ramasse, c'était une sorte de luge qui permettait également de descendre sur les pentes en été avec l'herbe, en profitant de l'herbe, et ça remonte à très, très longtemps. Ça remonte à Montaigne, par exemple, qui nous raconte ses aventures en descente en ramasse avec un montagnard qui le descendait du haut de la pente jusqu'en bas, quoi. Oui, effectivement, ça a été avant tout, on le comprend, un moyen de transport, y compris effectivement pour les populations qui se déplaçaient, qui n'étaient pas sédentaires, où il fallait chaque fois embarquer les toiles de tente, la maison. Voilà. On me comprend. On peut dire que c'était l'essentiel du transport de l'agriculture campagnarde. C'est un peu ce que vous venez de nous dire là. L'hiver dans les contrées froides, sans aucun doute, oui. Oui. Le ski a même été inventé avant la roue, finalement. Hein. Donc, ils avaient bien compris à cette époque-là, il y a donc 7000 ans, que pour se déplacer sur la neige facilement, il valait mieux glisser que d'inventer la roue, quoi. Effectivement. Le patin, c'est plus récent ? Alors le patin, c'est plus récent. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient inventé déjà une espèce de patin un peu rustique où ils se servaient d'une omoplate de cerf ou d'élan en se disant, tiens, sur la tranche de l'omoplate, on va pouvoir essayer de glisser sur les lacs gelés, pas sur la neige, là, pour le coup. C'est ce qu'ils avaient, hein, et quelle imagination. Oui, donc il y avait une espèce de lanière en cuir, mais il aura fallu attendre quand même l'invention du fer pour qu'on puisse évidemment faire un vrai patin qui glisse pour de vrai. Et puis le patin s'est réellement développé qu'à partir du Moyen-Âge, notamment dans les Pays-Bas, pour glisser sur les canaux, pour transporter des objets d'un village à un autre. Ouais. Alors après l'utilisation comme moyen de transport, le ski c'est devenu un sport. D'abord un sport objet à performance, et puis ensuite un loisir.
Oui, en fait, ça a démarré là aussi comme un objet de transport. C'est Fridtjof Nansen, qui est un célèbre explorateur norvégien, qui était le patron d'un musée à Bergen, pardon, qui s'est dit un jour, tiens, je vais aller faire une grande expédition au Groenland. Et quand il a dit ça à ses compatriotes, les types lui ont dit, mais t'es fou, faut pas faire ça, quoi. C'est même pas la peine de prendre un billet de retour, tu vas y rester. Et en fait, il est revenu, il a fait 600 km quand même au Groenland. Il est revenu et il a fait ses 600 km à ski. Et c'est le récit de son aventure au Groenland avec ses skis qui finalement a provoqué l'engouement d'une population. Quand le livre est sorti, une population évidemment un peu bourgeoise, qui s'est dit « Ah, mais ça c'est fabuleux, il faudrait peut-être s'en servir aussi dans les contrées chez nous, dans les Alpes, etc. » Alors, le ski, avant le ski, il y a la luge, y compris comme loisir, d'ailleurs. Oui. C'est ce qui peut surprendre, parce que la luge, aujourd'hui, c'est pour les enfants. Ben non, les adultes, le loisir de glisse, le premier, ça a été la luge. Alors, il y a plusieurs formes de ski, hein, ski de fond, télémarque, ski alpin. Bon, aujourd'hui, le plus gros succès, c'est le ski alpin, quand même. Aujourd'hui, le plus gros succès, c'est le ski alpin, mais en réalité, la première pratique du ski, c'était plutôt le ski de fond. Enfin, Oui. ski sur des étendues plates. Mais le ski alpin l'a détrôné quand, en fait, sont arrivés les remontes pente. Exactement, c'est l'invention de la remontée mécanique. Ouais. Alors, l'invention de la remontée mécanique est assez ancienne, puisque dans le courant du premier conflit mondial, les Italiens avaient construit des trucs absolument incroyables dans les Dolomites pour monter des matériaux, des canons, des soldats, des hommes. Mais le vrai développement de la remontée mécanique dans le domaine sportif et du loisir, c'est 1935, 36 je crois ici, avec Poma à l'Alpe d'Huez, son premier télésiège. Et Poma Galsi, qui est une entreprise régionale, il faut le rappeler, et qui est, je ne sais pas s'il est toujours leader mondial, mais pas loin en tout cas. En tout cas, basé à Grenoble, en tout cas, oui. Dans la banlieue de Grenoble. Au début, c'est un sport de bourgeois. Ça s'est démocratisé quand ? Ça s'est démocratisé en réalité, ça s'est jamais démocratisé. Il faut quand même pas se raconter l'histoire. C'est 8% de la population française qui skie. Ça reste cher. Quand on est démocratisé, on va dire que c'est plus réservé à une petite élite. Plus réservé à une petite élite, je dirais, après la naissance. Alors pareil, les remontées mécaniques sont nées en même temps que les congés payés, en quelque sorte. Puisque 36, les congés payés, la couverture de notre numéro, c'est une photo de Robert Doisneau. Elle est magnifique. Alors justement, oui, j'ai pas poussé la curiosité jusqu'à chercher, et pourtant ça ne doit pas être loin. Elle date de 36. En fait, juste avant les congés payés, des amis de Robert Doisneau l'invitent, lui et sa femme, ils venaient de se marier, en quelque sorte un voyage de noces, c'est Pierrette qui est sur la photo, et il les invite à Megève, et c'est le parrain de l'une des filles de Robert Doisneau, qui est le petit garçon à côté de Pierrette. Et ça, c'est en 36, juste avant la naissance des congés payés. Et donc, lui fait des photos qui sont au fond des photos de famille avant d'être. C'est pas du reportage qu'il a fait là, c'est vraiment. Il a photographié sa famille au ski. Alors, dans ce dossier passionnant, parce que c'est vraiment intéressant de suivre toute cette épopée, vous nous racontez aussi le fait que c'est une industrie qui a généré une contre-culture. Il y a eu ce qu'on appelle les hippies de la montagne. Oui, absolument. Et c'était qui les hippies de la montagne ? C'est ceux qui rompaient avec le ski traditionnel. Voilà, c'était les surfeurs qui en ont eu un peu marre des règles, des pistes, des remontées mécaniques, etc. Donc dans la lignée d'un Jack Kerouac aux États-Unis qui invente cette contre-culture qui a donné naissance au flower power, aux hippies, etc. Naissance de tous ces engins de glisse autres sur la mer que sont les surfs. Et déclinaison du concept du surf sur le monde montagnard. Donc ça, c'est en gros années 60 aux États-Unis. Et puis ça arrive en France dans les années 70, fin des années 70. Avec forcément les conflits que ça a pu engendrer aujourd'hui. Oui. Bon, on arrive à un statu quo, enfin, tout se passe bien maintenant. Oui, mais effectivement, au moment de la naissance du snowboard, qui s'appelait à l'époque surf des neiges, c'était quand même pas aussi facile. C'était vu un peu comme une sorte d'ovni par les gens des stations. Alors, il y a un article qui est très intéressant, c'est, on peut dire, l'un des plus célèbres philosophes français, Jean-Paul Sartre, qui s'intéresse au ski, ça, on le savait pas tellement, dans L'être et le néant. Il dit le ski est un authentique instrument de liberté. Il faut savoir qu'il a skié lui-même à Megève et à Chamonix. Oui, exactement. Alors ça, c'est une découverte de Sophie Boisard, mon éditrice, qui est philosophe elle-même de formation, et qui a trouvé dans L'être et le néant ces quelques pages, il y a très peu de pages sur un livre qui fait, je crois, plus de 1000 pages, publié en 1943, si je ne m'abuse. Il y a quelques pages sur le ski. Ce qui prouve que c'est une expérience qu'il a marquée. Où il évoque effectivement ce côté... le ski, c'est la glisse. Enfin, c'est plus la glisse que le ski en réalité. La glisse, c'est exactement le contraire de l'enracinement.
Oui, c'est le symbolique du mouvement par rapport à l'enracinement. Voilà, c'est ça. Effectivement, Oui. il y a toute une réflexion Donc autour de ça. toute l'idée de l'évolution, de comment est-ce que l'homme peut bouger et bouger sa pensée Ouais. Et puis, en métaphore avec la glisse du ski. il évoque le sens du ski comme moyen de posséder un espace, un champ de neige, effectivement. Alors, dernier petit mot, un article sur La Bouite, qui est un restaurant 3 étoiles Michelin, qui fête ses 40 ans, donc vous avez voulu marquer le coup. Oui, on voulait marquer le coup, puis surtout on voulait marquer aussi la parution d'un très très beau livre aux éditions Glénat consacré à la Bouite, qui a été écrit par notre ami chroniqueur gastronomique Goûte à tout, Henri Pelletier, qui a rencontré cette famille, parce qu'au fond c'est une dynastie en quelque sorte, qui s'est installée dans la vallée des Bellevilles et qui a ouvert cette magnifique adresse. C'est une très belle maison. Que je n'ai personnellement pas encore goûté, mais j'espère bien pouvoir y faire un saut. Mais ça viendra, enfin, des économies. Voilà, et puis dernier mot sur l'expo autour de la montagne dans la bande dessinée qui est proposée au musée de l'ancien évêché de Grenoble. C'est jusqu'au 30 avril et vous l'évoquez largement dans ce numéro. Oui. Merci beaucoup, Pascal Cobert, d'être venu donc nous signaler. C'est vrai qu'on en parle tout le temps parce que vraiment c'est un magazine unique et voilà, il y a du fond, il y a un beau travail d'iconographie, comme on dit, c'est-à-dire d'illustration. Et c'est vrai que chaque numéro est très intéressant.